Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Géopresse, votre émission consacrée à l'analyse au décryptage de sujets liés à la gestion de l'État et à la bonne gouvernance. Géopresse d'aujourd'hui, c'est la première de l'année 2024. Dans ce nouveau numéro, nous tenterons d'analyser le processus électoral en cours qui est déjà dans sa phase post-électorale, puisque vous le savez, il y a eu deux élections générales organisées le 20 décembre 2023. Comme vous le savez, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est élu à titre provisoire président de la République avec 73,34% de voix selon le résultat publié par la Commission électorale nationale indépendante. Deux résultats qui sont acceptés par certains candidats présidents, mais aussi rejetés par d'autres candidats. La publication de résultats des élections législatives nationales et provinciales ainsi que des élections municipales a été reportée pour une date ultérieure. Mesdames et messieurs, voilà donc le sujet, les dossiers autour desquels nous allons tenter de réfléchir dans cette émission Géopresse, et je leur ai plaisir de recevoir des journalistes. Vous le connaissez bien, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le présenter. J'ai à ma droite Eric Iziami, journaliste à Antenne A, que je salue. Bonjour, bonne année Jojo Moulamba, bonne année à tous nos téléspectateurs. Merci de l'invitation et j'espère que nous passerons de bons moments avec mon co-débatteur qui est juste en face de moi. Je n'ai pas le prérogative de le présenter. C'est à toi qui... D'accord, merci, et je dois répondre aussi aux vœux que vous avez souhaités. Bonne année. Merci. Et surtout à vous aussi. Merci. Nous sommes retrouvés en 2024. Grâce à Dieu, oui. Grâce à Dieu, oui. Merci. Et à ma gauche, c'est Dieudonné Boinali. Donc à votre extrême, à votre droite, c'est Dieudonné Boinali, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui j'ai dit aussi bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba. Bonsoir à mon co-débatteur Eric Iziami. Bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Heureuse année 2024 à tout le monde. Et puis, merci à vous autant. Mes pensées vont aux Congolaises et Congolais qui ont perdu la vie à la suite des dernières inondations qui ont fait augmenter les eaux du grand et majestueux fleuve Congo. À Kinshasa, comme dans les Congos profonds, nous sommes des cœurs avec les familles pleurées. Ok, merci. Comme je le disais, je leur ai plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On va parler processus électoral. C'est donc parti pour 45 minutes pour des analyses pertinentes. Comme vous le savez, avec Géopresse, ce n'est pas pour un débat destructif, mais constructif, puisqu'il faut contribuer au développement de la nation congolaise par des idées. Ici, on ne parle pas de gens, on ne parle pas des événements, mais on parle des idées qui doivent contribuer au développement de la société. Eric Iziami, D'ailleurs, vous étiez accrédité au centre Bossolo de la commission électorale nationale indépendante où vous avez assisté à la publication de première tendance de l'élection, des résultats de l'élection présidentielle et jusque même à la publication totale de manière provisoire de cette élection. Et quel est déjà, je demanderai votre sentiment après la publication de ces résultats, de voir que les travaux abattus par la CENI. Oui, mais je commencerai par d'abord dire que les Congolais ont pris goût au jeu démocratique. On a vu le jour du vote, le 20, même si dans certains coins où le bureau n'avait pas été ouvert, on avait prolongé pour 1, 2, 3 jours. Et bon, je crois que petit à petit, les gens ont pris quand même l'habitude de pouvoir apporter des points positifs tels que cette fois-ci, un peu comme le dit la loi électorale, lorsqu'on a fini avec le vote, on passe à l'opération de dépouillement dans le même bureau. Mais puisqu'on avait 75 000 bureaux et plus, on ne sait pas être partout au même moment pour vérifier si c'est partout qu'on a fait les dépouillements. Voilà pourquoi on fait les relais avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour que nous, la télévision, puissions par exemple dire aux gens, voici X ou Y territoire, voici les votes, comment ça s'est déroulé. Et nous, on a assisté à cela depuis le 23, le 24, même le 25 jour de la Noël. Nous nous sommes privés de ne pas aller avec les enfants, tout ça, pour rester, faire le pied de grue et suivre. Et petit à petit, pour une fois quand même,
même le résultat de la mission d'observation électorale, Église catholique, Église protestante, est tombé un peu dans le même propos ou le même constat que la CENI. Pour une fois, c'est quand même assez rare. Depuis qu'on a commencé avec les élections 2006, 2008, il faut le souligner. Mais malgré ça, lorsque nous passons à gauche et à droite, que des insultes. Je me rappelle, ici chez vous aussi, c'est la première émission pour l'année. J'ai été chez notre confrère commun, Jean-Pierre KMB, je suis passé là-bas humblement pour donner ma petite part de lumière de ce qui s'est passé. Mais d'un côté, il y a eu des gens qui ont félicité, de l'autre, bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais jusqu'à insulter les parents, bon, je ne sais pas les Congolais comment nous sommes. Je condamne parce que ici, nous, nos enfants, nous leur disons que insulter est une mauvaise chose. Mais ni ici, ni ailleurs, l'insulte est quelque chose à bannir. Mais bon, les gens s'évertuent. Ça, il faut condamner. Plutôt que de donner aussi leur part. La démocratie, c'est comme ça. Je vais peut-être choquer par cette vérité, mais elle est juste momentanée et passagère. La vérité, c'est quoi? En démocratie, pour un petit morceau de temps, quand il y avait Jésus, Barabbas et tout ça, tu sais que Barabbas avait gagné Jésus. Moi, dans ma foi chrétienne, Jésus est Dieu. Je ne discute même pas de ça. Mais pour ces, je dis bien, j'insiste, hein, ça peut choquer les gens, mais c'est la vérité. Pour ces petits morceaux de temps, entre Barabbas et Jésus, vous savez que Jésus avait perdu pour ces petits morceaux de temps. Tout de suite, il s'est rattrapé parce que lui, il est Dieu, donc on ne peut pas le gagner, il va toujours gagner. Je le dis pour montrer aux uns aux autres que moi, je ne connais pas non plus tout. Je n'ai pas été dans tout le 75 000 bureaux de vote, non. Mais le peu que moi j'ai vu, ah mais tiens, les élections ont eu lieu, alors que c'est possible ça a commencé dans un doute énorme, un doute presque attesté. Et puis petit à petit, le doute a été dissipé jusqu'à donner la place à une petite certitude, tout ça. Et puis après, les élections ont eu lieu véritablement. Et puis c'était pas un seul scrutin, c'était 4 scrutins. 4 scrutins. C'est une première aussi. Hein. On en parle peu, mais c'est une première. Éric Izami, parmi ces 4 scrutins, la CENI n'a publié jusque-là que le résultat de la présidentielle. Et les tendances données déjà, Félix Tshisekedi gagnant cette élection. Et finalement, la CENI a proclamé Félix Tshisekedi président de la République. Vous dites vrai, mais tout de suite aussi, il faut dire que tout n'a pas été rose. Hein, parce que pendant les processus, notamment... Ça, on va l'aborder tout au long de l'émission. Tout n'a pas été rose. Mais je félicite encore une fois Denis Kadima et toute son équipe pour avoir battu cet travail. Vous savez, quand vous mettez un verre ici à moitié plein, l'homme qui est optimiste vous dira ce verre est à moitié plein. L'homme qui est pessimiste vous dira que ce verre est à moitié vide. Chacun de nous a sa perception. Moi, je regarde là où c'est bien fait. Alors ici, je jette des fleurs à la CENI qui nous a quand même donné les élections présidentielles parce que c'est l'élection la plus attendue chez nous. Papa Yenza Lessili, qui devrait être notre papa dans la famille congolaise, c'est celui qui devrait remporter l'élection présidentielle. Et c'est fait. Donc félicitations à la CENI. Encore une fois, battons-nous pour davantage améliorer ce qui doit être fait. Voilà. Dieudonné Boinali, c'était déjà prévisible le résultat qui proclame Félix Tshisekedi président de la République. Bon, moi je vais dire, l'opposition elle-même avait déjà planté les décors. L'opposition savait qu'elle allait perdre ces élections. C'est pour cela, vous avez vu l'absence de l'unité au sein de l'opposition. On a toujours demandé aux opposants congolais de s'unir et de chercher un candidat commun, chose qu'ils n'ont pas fait. Ils ont préféré, chaque opposant, d'évoluer en cavalier solitaire. Et lorsqu'on a eu à proclamer les élections, ils se sont vus qu'ils sont perdants. Maintenant, ils s'unissent pour jeter de l'opprobre, contester les élections qui ont été, à mon avis, bien organisées, même s'il y a eu des ratés ça et là. Ça relève de l'acte humain, de l'humain. Sous d'autres cieux, ça se passe aussi comme ça. Il n'y a jamais eu d'élection parfaite. Ça, on doit se le dire. C'est aussi le moment de dire aussi à certains compatriotes que quand nous disons que les élections se sont bien passées, on dit pas que dans la majorité des cas partout, il y a eu des ratés par-ci par-là, mais quand vous regardez le déroulement normal de ces élections, dans les 179 circonscriptions électorales, je parle sous contrôle des Izami, lui le spécialiste des élections à la CENI. Questions électorales. Voilà. Ah, mais quand vous citez, vous jetez un coup d'œil sur les différents rapports qui ont été déposés à la CENI par les différents
présidents des bureaux de vote, vous allez voir que dans les 179 circonscriptions électorales, il n'y a pas eu pas plus de 20 circonscriptions électorales où il y a eu des désordres, ou même là où il y a eu des matériels qui sont arrivés en retard. Et même s'il y a eu des ratés, c'est aux observateurs internationaux, nationaux, au pouvoir organisateur des élections, de juger et d'aimer à la Cour constitutionnelle, de juger de telle sorte que on peut arriver à dire, en tout cas, là il y a eu les désordres, les gens n'ont pas pu voter, les machines sont arrivées en retard. Si réellement les gens avaient voté, ça pouvait bouleverser l'ordre d'arrivée des uns et des autres. Par exemple, quand vous dites que non, moi dans ma commune, dans tel bureau de vote, les gens n'ont pas pu voter, ou bien les gens ont voté à moitié, d'autres n'ont pas voté. C'est bien beau de le dire, mais il faut prouver que ces gens-là qui n'ont pas voté, si on prend leur nombre, hein, on ajoute à Katumbi ou à Tshisekedi ou à Mukwege, ça va bouleverser l'ordre d'arrivée. C'est comme ça qu'on réfléchit. Il ne faut pas dire parce qu'il y a eu des actes isolés quelque part qu'il faut jeter de l'opprobre sur toutes les élections et qu'il faut demander leurs annulations. Pour expliquer ça en français facile, je donne un exemple. Nous tous, nous avons été des élèves, nous fûmes des étudiants. Chaque fois qu'on faisait des examens, on répartissait les questionnaires en série. Et lorsqu'un professeur d'université constate que dans une salle X, au deuxième ou au troisième niveau, il y a eu tricherie, qu'est-ce qu'on fait? On annule seulement l'examen dans la salle où il y a eu la tricherie. Vous n'allez pas demander dans une salle ou dans des salles où il y a eu de l'ordre, les gens ont voté normalement, il n'y a pas eu de bagarres, de troubles, les machines sont arrivées à temps, disons-les par exemple à 6h, 7h, 8h au plus tard, 9h, on a ouvert les bureaux de vote et il n'y a pas eu d'incident. Vous demandez pour ces circonscriptions-là, pour voir même pour ces bureaux de vote-là, qu'on puisse annuler les élections parce qu'on a perdu, il faut être de mauvaise foi. Il y a aussi des politiciens qui ne disent pas la vérité à la population. Je prends l'exemple de Martin Fayoulou Madidi, le candidat président numéro 21. Tout le monde sait que Fayoulou était non partant pour ces élections. Il avait lui-même déclaré que moi, Martin Fayoulou et les idées, nous n'allons pas prendre part à ces élections. Ces élections sont mal parties, elles sont mal organisées. Dieu seul sait si on aura les élections. Et puis il s'est dédié. Il revient dans la course. Bon, certains diront il a fui les paiements de la caution électorale pour tous les candidats de l'ICD. D'autres diront non, c'était de la prudence, c'est la surenchère. Mais moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Déjà, quand vous venez participer en cavalier solitaire aux différents scrutins, nous avons dit ici avec Izami qu'il y en avait 4. La présidentielle, députation nationale, députation provinciale et les élections communales. J'en arrive. Tshisekedi a postulé comme candidat indépendant. Mais il a eu des membres de l'Union sacrée qui ont postulé aux autres élections. Mais Fayoulou a postulé celle à la présidentielle et les idées. Vous venez à la députation nationale, aucun candidat député de l'ICD. Il était candidat de la Mouka, c'est vrai, il est président de l'ICD, mais il est candidat. Vous avez vu les candidats conseillers communaux de l'ICD. Vous les avez vus pour la députation provinciale. Vous les avez vus pour la députation nationale. Il ne faut pas nous prendre comme des idiots. Vous venez comme ça, vous dites donc, non, moi Fayoulou, j'ai gagné les élections. Les élections ont été triquées. Moi, vous avez gagné comment? Vous n'avez pas eu de candidat. Vous pensez que c'était prévisible, comme je l'avais demandé, c'était prévisible la victoire de Félix Tshisekedi? La victoire de Tshisekedi était prévisible. Pourquoi? Tshisekedi a préparé sa campagne électorale 6 mois déjà avant. Deuxièmement, il est président au sortant. L'expérience démocratique prouve à suffisance qu'il est difficile à un président sortant qui a réalisé un bilan comme celui de Tshisekedi là, que certains jugent mitigé, d'autres disent que c'est un bilan reluisant. Il a réussi en 3 ans et non sur 5 ans à lancer les grands signaux, à nous donner les quelques infrastructures que nous avons. Certaines personnes diraient que si on lui avait donné 5 ans, sans perturbation, comme au début, les perturbations qu'il a connues avec les partenaires, il n'y aurait pas de problème
De pouvoir d'achat, de faible pouvoir d'achat. Nous ne disons pas que Tshisekedi a réussi partout. Il a 10 sur 10 partout. Force est de reconnaître qu'il y a des domaines où nous devons lui jeter des fleurs, on lui tire les chapeaux. Mais il y a des domaines où s'il a échoué, ça nous les reconnaissons. Mais dire qu'il a triché, moi je doute parce que l'opposition n'a pas préparé leur victoire. D'accord, on va évoluer. Et ils sont partis en ordre dispersé. On va évoluer. On ne parle pas de bilan de Tshisekedi, mais on va suivre le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui avait tenu un point de presse le mardi 2 janvier 2024. Je pense que c'est le tout premier briefing de l'année qu'il a pu tenir. Au cours de ces briefings, il a vanté le travail qui a été réalisé par la Commission électorale nationale indépendante. Pour lui, c'était un travail de qualité. On va les suivre. Question de nous mettre de l'eau dans la bouche et puis on va répondre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se félicite du déroulement des scrutins du 20 décembre 2023. Selon son porte-parole devant la presse, ces élections qui ont reconduit Félix Tshisekedi à la tête du pays ont été tenues sans tension, ni coup de feu, encore moins coupure d'internet. Nous avons eu des élections sans tension, il n'y a pas eu de coupure d'internet, il n'y a pas eu des stress, des résidences surveillées et autres habitudes du passé, parce que, évidemment, le narratif est en train de changer. Pour Patrick Mouyaya, le candidat numéro 20 a été réellement élu et les résultats de la CENI sont vrais. Lorsque vous regardez ce qu'a été la campagne électorale, parce que s'il faut faire une petite comptabilité, additionner les nombres de meetings faits par le candidat Katumbi ou le candidat Fayulu et tous les autres candidats, et comparez-le au nombre de meetings tenus par le président de la République. Vous allez voir que c'est lui qui a rencontré les plus grands nombres de Congolais. C'est lui qui a fait le plus de meetings. Et donc les résultats reflètent un peu aussi ce qu'a été la grande dynamique de la campagne qui était autour du candidat numéro 20. Il a fait une campagne avec de relais. Nous, on était à Kinshasa, Vital Kamerhe était dans le Sud Kivu, Jean-Pierre Bemba était dans l'Équateur, le Premier ministre Sama Lukonde était dans les Grands Katanga, pendant que le président lui-même faisait tomber les terres du Kivu. Parlant des résultats, il faut dire que ceux-ci ne sont pas acceptés par l'opposition parce qu'issus de ce qu'il qualifie de simulacre d'élection. En réaction, le gouvernement a réitéré son appel, lancé dans son communiqué du 1er janvier à l'opposition, de faire recours aux voies légales pour contester ces élections et ces résultats. On fait la contestation devant les cours et tribunaux. À la fin du délai de 48 heures requis par la CENI, c'est le candidat président Théodore Ngoï qui vient de déposer son recours à la Cour constitutionnelle ce mercredi 3 janvier. Voilà, là nous venons de suivre le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a vraiment vanté la qualité des scrutins organisés par la Commission électorale nationale indépendante, Eric Ziami, pour le gouvernement, puisqu'il a parlé au nom du gouvernement. Il n'y a jamais eu de scrutin comme ceux organisés par Il y a eu plus d'innovation dans ces scrutins organisés par la CENI. Oui, mais plus encore, il appelait les gens à un comportement républicain parce que ceux qui contestaient le résultat disaient qu'il fallait aller dans la rue pour revendiquer, alors que lui, pendant ces briefings-là, il disait que quiconque pense avoir eu raison pendant qu'on lui a donné le tort, qui rassemble le preuve et qu'il est au niveau de la justice. Et c'est la voie légale pour aller contester plutôt que de casser, de réaliser, je sais pas, organiser des marches. Parce qu'on sait que lorsqu'il y aura marche, la police va sortir et lorsqu'il y aura des colibés, des insultes... Il ne faut pas déranger la quiétude de population. Et puis on connaît tous les résultats de ces différentes marches-là. Les Congolais aujourd'hui devons évoluer. Aussi, c'est quand même rare que l'on proclame le résultat du scrutin présidentiel en pleine lumière du jour. C'était à 14h par là, 15h, 16h par là. Et puis, il n'y avait pas coupure d'électricité, ni non plus d'Internet. Il n'y avait pas de chars de combat, des militaires, je ne sais pas, outre mesure. Et les gens ont vaincu librement leur occupation. Donc, il faut que nous apprenions aussi à accepter lorsqu'on a quand même été dans une compétition que l'on a perdu par ailleurs. Parce que, regardez, chez nous, on dit, par les grands professeurs, les éminents experts et tout ça, ils disent que chez nous, le vote est encore un peu sociologique. Vous voyez là où le président Tshisekedi a gagné. C'est plutôt là où il a quadrillé les territoires par les leaders locaux
provinciaux et même ceux qui ont de l'ancrage national. Et oui. puis là où il a perdu, regardez, il n'a pas aussi beaucoup trop de gens. C'est l'ancienne configuration du Katanga, au Lomami, au Katanga, un peu le grand Bandundu aussi. Ouais, et puis un peu du côté de Kouilou, là où il y a... C'est comme ça. Parce que, voyez-vous, il avait très bien vu la sociologie de notre pays. Il s'est fait entourer de qui? Dans la partie orientale, la partie qui est beaucoup plus martyrisée avec des tueries, des viols, de tout ça. Vitel Kamire, Bahati Lukwebo, Mboussa Nyamwisi, Julien Paulou Koukaongia, Boutondo, le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, etc., etc. Les gens de l'Est. Alors, du côté de l'Ouest, il y avait Jean-Pierre Bemba, Jean-Lucien Boussa, Guy Luando Mboyo, Jean-Pierre Liaou, etc. Et puis un peu plus bas ici, c'est Mbosso Kodiampwanga. Et puis là-bas, au niveau du Congo central, c'est lui-même le chef spirituel de l'église kimbangiste. Simon Kimba. Oui, Kiangani. Donc, sociologiquement, il a quadrillé le territoire national. Mais en face de lui, la personne qui devrait quand même tenir tête et qui a réussi aussi quand même à avancer, c'est pas un candidat farfelu, c'est un candidat sérieux qu'il faut respecter, Moïse Katumbi Chapwe. Mais il a montré qu'il était fort, mais simplement il avait qui autour de lui? Très peu de gens. Le conseiller. Oui, mais très peu. Et ceux qui ont eu de l'ancrage sont venus le rejoindre alors que c'était déjà la deuxième phase de la campagne électorale, largement après. Ils auraient pu déjà en amont commencer par batailler sur le numéro 3, Katumbi Chapwe, qui n'est pas un candidat à négliger, qui est un monsieur sérieux, qui était un candidat redoutable pour le pouvoir. L'absence d'un candidat commun a fragilisé. Oui, largement. Parce que j'aurais pu comprendre qu'ils aient commencé aussi à temps. Vous voyez, même le candidat Matata a eu beaucoup de voix. Les candidats Denis Sissanga a eu des voix. Mukwege a eu des voix. Alors, tout ça, s'ils devraient peut-être réfléchir d'abord en amont, ça aurait été mieux. Mais derrière Moïse Katumbi, quel homme d'ancrage sérieux. Non, par rapport ici au pays et puis les 5 pays de la diaspora. Et puis, vous savez, chez nous, généralement, les gens ne s'acceptent pas. Ça, c'est mon propos, vraiment. Chez nous, il suffit seulement que tu lances un sujet, si tout le monde devient expert. Même Martin Fayoul, qui a critiqué de fond en comble ces processus, allant jusqu'à casser les ardeurs, les ambitions de ses propres poulains. Mais il réclame avoir eu raison. Je ne sais pas, il a eu raison comment. Bon, en dehors de lui, il y a un Théodore Ngoï qui lui aussi fait soulever des vagues. Envoyer les enfants des autres à la rue. Non, cette fois-là, non. Non, on ne va pas envoyer nos enfants à la rue. Moi, venez avec vous-même, avec vos propres enfants. J'ai entendu même certains compatriotes de jeunes dire que, Fayoul sort alors que son enfant est à la maison. Oui, justement, parce que les gens en ont marre. Ils refusent tout, mais ils ne proposent rien. Il faut que nous avancions. Parce que, pour moi, même le candidat Tshisekedi qui, provisoirement, a gagné les élections, il a maintenant un mandat difficile. Parce qu'il n'est pas Bouanal, il n'est pas Izam, il n'est pas Moulumba. Il est Tshisekedi. Il porte un nom de quelqu'un qui a été un baobab dans cette république. Et son papa a combattu tout le monde. De Mobutu à Kabila fils. On l'a même surnommé Monsieur Non. Il a dit non, et à Mobutu, et à Kabila père, et à Kabila fils. Mais maintenant, toi, son fils, tu viens prendre le premier mandat. Et le deuxième mandat, c'est le plus difficile. Pourquoi je dis le plus difficile? C'est les derniers, après la Constitution. Je te dis, c'est le tout dernier. Alors, le tout dernier, il faudra voir dans quelle mesure bien gérer pour que la sortie soit heureuse. Quand je dis la sortie ici, ça dit qu'il faut donner aux Congolais ce qu'ils attendent de vous. La paix et le pain. Et on pensera au progrès. Il ne faudrait pas ici que l'on continue avec des conseillers qui se transforment en ministres, qui se cherchent encore dans des paires de chaussures de Weston ou de chemises. En coordonnateur de projet, non, on veut des gens sérieux qui vont nous faire avancer d'un pas chaque jour que Dieu fait. Et quand il y a erreur remarquée, il faut sanctionner. Il y a des choses comme ça. Vraiment de mesures draconiennes pour contraindre à tout ça. Dieudonné Bouanali, la victoire de Félix Tshisekedi est acceptée par certains candidats, mais d'autres refusent de reconnaître. Mais un appel est fait au recours à la voie légale, donc c'est-à-dire lorsqu'il y a un contentieux, il faut aller à la Cour constitutionnelle, déposer votre dossier, c'est là que ces problèmes sera traité. Mais pour ceux qui n'acceptent pas ces résultats et pensent à la marche et
à la casse. Quelle analyse faites-vous? Bon, moi je vais leur rappeler que la casse, les pillages ont fait reculer l'économie de la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de chômeurs en République démocratique du Congo, si on n'a pas d'emploi, si aujourd'hui nous avons de nombreux jeunes, des gradués, des licenciés, et des diplômés d'État, il y a même certains qui font maintenant le système LM2, mais à la fin quand ils terminent, ils n'ont pas d'emploi, parce que nous avons détruit les tissus économiques de notre pays par les dépillages de tristes mémoires que nous avons connus, à la suite toujours des messages appelant à la politique de la terre brûlée, au désordre venant des politiciens. Aujourd'hui, on n'a plus d'entreprises presque des montages de véhicules. L'imité industriel est devenu l'imité spirituel. Et moi, quand j'étais gosse, c'était difficile de trouver des habitations à l'imité industriel. Mais aujourd'hui, faute d'usine, ces grandes concessions abandonnées ont été transformées en des concessions religieuses et d'autres morcelées pour créer des mini-quartiers au sein même du quartier limité industriel. Pourquoi? Parce qu'on avait pillé nos propres entreprises et aujourd'hui, les politiciens certains prennent cette voie-là en disant, bon, comme moi je n'ai pas réussi à la présidentielle, je n'ai pas gagné, à la députation, au communal, ça va arriver. Ils vont appeler la population à la révolte. Beaucoup citent l'article 64, mais ils oublient l'article 64 a des alinéas. Mais l'opposition, les perdants, rappellent toujours les premiers alinéas. Ils occultent le deuxième. Ils occultent le deuxième. Vraiment le deuxième. Or, le deuxième dit personne, ni un groupe de personnes, n'a le droit ni le pouvoir de renverser l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire les institutions issues des élections. Vous essayez, on va appliquer le deuxième alinéa contre le premier alinéa du même article. C'est pour cela que j'appelle les Congolais à aller lire bien cet article, du début jusqu'à la fin, l'intégralité. Ne suivez pas les politiciens qui lisent les petits morceaux, l'alinéa 1 de l'article 64. Deuxièmement, nous en appelons à la conscience de tous. On a assez détruit ces pays par les guerres, les pillages, les détournements des deniers publics. La population est face à une instrumentalisation. Voilà, il ne faut pas céder à l'instrumentalisation. Nous avons déjà détruit ces pays par les pillages, les détournements des deniers publics. Mais le pays est pauvre, mais comment quand on apprend toujours que nous sommes à l'État, c'est toujours en termes de millions. Moi, je pense que nous devons crier haro sur tous ces comportements-là, les messages de la violence. Les législateurs avaient tout prévu. Quand vous êtes perdant, vous vous sentez lésé. Moi, j'aurais gagné les élections. Mais amenez les preuves. Suivez le voie légal. La Cour constitutionnelle est là. Mais d'après vous, pourquoi il y a toujours contestation, même après le traitement de dossier par la Cour constitutionnelle? Mais vous aurez... vous allez toujours voir des candidats... Il y a trois groupes de contestataires. Le premier groupe, ce sont ceux qui contestent par mauvaise foi. C'est comme notre papa, l'aîné Martin Fayoulou. Il a participé seul. Si on prend les idées, son parti politique, il a participé seul à ces 4 scrutins. Et vous avez vous tous vu les résultats dans les différents bureaux de vote. Ce n'est pas à lui de déclarer qu'il a gagné. C'est à la CENI et aux observateurs électoraux et à la population qui l'a voté. C'est à la population qui doit dire non, ton vote qui est massivement. Ce n'est pas lui. Partant de ces observations, il y a pas eu un soulèvement aussi pour réclamer sa victoire. Popularité ne veut pas dire que non, tu as l'électorat. Quelqu'un peut t'aimer parce que tu es son musicien préféré, tu es warrior ou bien tu es gaulois, mais il ne va pas aimer que tu sois son député national. Ça, on doit aussi se le dire. Pourquoi Ouerasson n'arrive pas à devenir député national? Mais il est populaire, non? Quelqu'un peut t'aimer pour que tu sois son joueur de vite club. Mais demain, quand vous déposez seulement la candidature, non, il y a un quartier à Zaramabe. Il ne salue pas les gens. Mais aujourd'hui, il veut être député national. Bon, ça va se passer comment? Comment on va lui donner nos voix? Il y a aussi certaines réalités qui font que certaines personnes, malgré les moyens qu'ils ont mis en jeu, ils ont perdu.
Deuxième catégorie de contestataires, il y a des gens qui sont victimes de la mauvaise organisation des élections dans certains endroits. Et certains endroits-là ne sont pas, comment je peux dire, de nature, ne représentent pas la majorité des circonscriptions électorales. Ce sont des cas isolés, des endroits isolés où soit les machines sont arrivées en retard, et même si les machines sont arrivées en retard, la loi dit plus 11 à partir de l'heure d'ouverture. Si vous avez ouvert les bureaux de vote même à 16h, vous ajoutez plus 11, les gens vont voter même à 1h, 2h, 3h du matin. C'est aussi légal. Quand j'entends presque Epenge dire que non, depuis qu'on a vu un bureau de vote, le vote commence aujourd'hui, allez se terminer demain soir. Mais non, il faut comprendre aussi bien la loi. La loi dit que le bureau de vote s'ouvre à 16h, et 6h et se ferme à 17h. Mais au cas où, pour des raisons opérationnelles liées à l'organisation, il y a eu embouteillage, vous connaissez l'état des routes au Congo, et aussi combien de compagnies d'aviation que nous avons pour acheminer les matériels. Si les matériels sont arrivés en retard, par exemple à 15 et 14, ajoutez plus 11. Vous pouvez voter jusqu'à demain, ce n'est pas illégal. Et la troisième catégorie. Ceux-là ont raison, parce qu'il y a eu quand même des erreurs matérielles liées à la nature humaine. Il y a par exemple certains candidats qui ont vu leur numéro, mais une photo qui n'est pas la sienne, par exemple. Pour ces cas-là, nous appelons la CENI à corriger pour les élections futures. Il y a aussi le troisième groupe qui ne sont ni pour ces résultats, qui n'étaient même pas pour les élections. Et ils sont pour les dialogues. Pour eux, on doit annuler les élections, même si Tshisekedi a réussi, même si c'était un autre candidat, on devait toujours annuler les élections. On doit aller au dialogue, faire une petite transition. Tshisekedi reste là, on se partage un peu les gâteaux, qu'on ait aussi les moyens d'aller aux élections. Parce que nous sommes partis aux élections en n'ayant pas les mêmes moyens. Il y a des gens qui estiment qu'ils sont allés aux élections pauvres. Ils ont participé aux élections en n'ayant pas les mêmes moyens que les autres compétiteurs ont eu. Donc, il faut qu'on nous donne aussi le temps, qu'on entre dans la mangeoire, on travaille, on économise un peu des moyens, et puis au moment opportun, on siffle, maintenant allons aux élections, nous allons faire jeu légal. Il y a aussi un groupe qui pense comme ça. C'est pour cela que vous voyez des gens comme le très respecté pasteur Théodore Ngoï. Moi, je n'ai pas vu son panneau de campagne. Même des affiches. Mais il conteste le résultat. Il conteste les résultats. Je n'ai pas vu des candidats députés nationaux de son obédience qui mettaient même son effigie derrière. Je n'ai pas vu. Mais il conteste les élections. Mais la Cour, quand elle répond, elle rend ses arrêts, elle tient compte aussi de l'intérêt de la personne qui a déposé les recours. Si vous n'avez pas d'intérêt, on peut même rejeter votre recours. Il faut avoir un intérêt sur les résultats. Vous n'avez pas participé activement, ou soit vous avez participé seul. Comment vous allez rester en justice? Allez voir. On va poursuivre maintenant, cette fois-ci pour suivre un communiqué qui a été fait par un communiqué de la SENCO et de l'ECC. Les deux organisations religieuses avaient formé une mission d'observation électorale, et cette mission avait publié son rapport de l'observation de ces élections le 28 décembre dernier. C'était avant la publication des résultats, mais qui invite la justice vraiment à mettre la main sur les auteurs de scandale qui a eu le jour de vote le 20 décembre dernier. On va suivre cet élément qui a été fait par Fiston Oleko, et puis on revient. Dans cette déclaration conjointe des hauts placés de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo, André Bokundoa et Marcel Outembi reconnaissent que les opérations de vote ont été entachées d'irrégularités et de dysfonctionnements à bien d'égards. C'est ce qui a été noté par presque toutes les missions d'observation électorale. Ajoutez à cela des cas de fraude et de violations qui ont été enregistrés. Ainsi, les présidents de la SENCO et de l'ECC qui condamnent ces actes demandent au procureur général de la République, en sa qualité de garant
garant de l'action publique d'ouvrir des poursuites judiciaires à l'endroit de tous les auteurs d'actes de violation et de fraude électorale, dit-on dans cette déclaration conjointe. À la haute cour, les deux chefs religieux ont demandé au procureur général, près la Cour constitutionnelle, de se saisir d'office de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin d'amener la haute juridiction de la sincérité électorale à dire le droit et redorer la fierté de la République démocratique du Congo. Rappelons que l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo avaient mis en place une mission d'observation qui a suivi le processus électoral aux côtés de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, jusqu'au vote. Dans son rapport préliminaire, la dite mission a noté de manière générale que les scrutins s'étaient bien déroulés comme c'était le cas avec d'autres missions nationales et internationales d'observation électorale. Toutefois, les failles ont été également soulevées et les recommandations ont été émises pour améliorer dans les prochains cycles électoraux. Voilà, là nous venons de suivre cet élément de commentaire de Fiston Oleko. C'était par rapport à la déclaration de la SENCO et l'ECC qui invite la justice à mettre la main sur les auteurs de scandale qui a eu le jour du vote. Et c'est vrai, c'était pas dans tous les bureaux de vote, dans tous les centres de vote, mais dans quelques coins du pays. Mais ça n'a pas fait une bonne image de ces élections. Beaucoup s'en ont servi pour discréditer ces élections. C'est vrai, nous déplorons tous ce qui s'est passé, mais cela ne peut pas faire l'objet ou pousser les gens à solliciter l'annulation de ces élections, puisqu'on ne peut annuler les élections que si plus de 80% de ces élections ont été entachées d'irrégularité. Mais d'après les statistiques, on nous donne moins de 20%, moins de 15%. Donc, mais on demande à la Cour constitutionnelle, à la justice, de bien faire le travail pour qu'il y ait équité et pour qu'il n'y ait pas de mesures qui seront à l'avantage des uns et en défaveur des autres. Eric Iziami, tous, on a vu ce qui s'est passé le jour de vote, mais comment résoudre ces problèmes? Mais il s'agit ici de ce qui manque à nos différents partis politiques, à gauche, à droite comme au centre. L'éducation civique chez nous a failli, partout. On n'apprend pas aux gens comment se comporter. Tout le monde pense être capable de pouvoir tout faire. Non, non. Je pense qu'on est vraiment en défaut par rapport à ça. Nos partis politiques n'enseignent pas aux gens les vertus de pouvoir rester démocrate. Et voilà pourquoi, si on n'a pas des acteurs démocrates en amont, c'est difficile de vivre dans une vraie démocratie en aval. Et tout le monde, je prends ici l'exemple de l'opposition. Ils savaient tous que parmi tous ceux qui pouvaient battre Tshisekedi éventuellement, c'était Katumbi qui était le mieux placé. Ils auraient pu déjà s'arranger à pouvoir le soutenir. Ils n'ont pas avalé leur fierté. Ils ont été incapables de pouvoir fédérer la position ou la candidature de Katumbi, mais ils sont en aval, à la fin, capables de pouvoir se coaliser pour contester. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont là que pour contester. Et contester comme ça, inutilement. Et je ne vois vraiment pas ce qu'ils veulent donner comme cadre de vie à leurs enfants. Parce que même si vous êtes en train de mal faire, vous ne le faites pas seulement pour vous, même pour vos propres enfants. Les gens comme des Fayoulou là, la réputation qu'il donne maintenant, ou qu'il a, qui traîne derrière lui, ça va réjaillir sur même ses membres de famille. C'est pas bon. C'est pas bon. Ils sont tout le temps incapables de se mettre ensemble quand il s'agit de bien faire, mais ils sont capables toujours de mettre ensemble quand il s'agit d'aller envoyer les autres à la rue. Je ne comprends pas ça. Mais Eric Ziam, vous pensez que la justice aura vraiment une tâche facile pour traiter tous ces cas d'irrégularité? La justice chez nous aussi ne met pas tout le monde d'accord. J'en conviens, parce que même la manière de... Je prends juste un cas ici. Le président, même le président de la République. Oui, justement, même lui-même, le chef de l'État, qui provisoirement a été réélu, a dénoncé cela. Le premier Dieudonné, professeur d'université, juriste de surcroît, avait dit que l'arrêt, par exemple, qu'on avait rendu pour Matata Pogno, il ne pouvait pas être jugé par rapport au dossier Bukangalo au niveau de la Cour constitutionnelle. Pendant qu'il est dit, le deuxième Dieudonné était membre de la même cour. Lorsque lui il part, il quitte le poste, le deuxième Dieudonné qui vient, lui aussi juriste, lui aussi formé, lui aussi tout ce que vous connaissez, mais lui il dit que non, c'est possible. Je ne sais pas. Alors que la Constitution dit aussi autre chose. Parfois, j'ai dit ça pour dire que
ça ne met pas tout le monde d'accord. Mais seulement en républicain, quand vous avez vos preuves, venez, et puis bondissez vos preuves, et on va vous donner raison, parce que vous saurez aussi expliquer que voici, moi, à X ou Y endroit, j'ai obtenu. Moi, j'ai discuté avec Théodore Ngoy, qui lui pense qu'il aurait pu gagner. Je ne sais pas. Peut-être qu'on ne comprend pas les choses de la même manière. La circonscription électorale pour un chef de l'État, c'est l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire tu commences à Banana dans le Congo central, Libenge, Zongo, Sud-Ubangi, tu vas Faradji, Ouwele, Sud Kivu. Voilà, Sakanya là-bas, au Katanga là-bas, à la botte, et puis au centre ici. Lomela, Tumbe, Katako, Lusambo, Lubefu, etc. C'est pas rien ça. Plusieurs Congolais qui par moment nous insultent. Ils n'ont jamais vu ces différents coins-là. Beaucoup de Congolais n'ont jamais vu. Ils pensent que l'élection, c'est seulement Lingwala, Barumbu, Massina, Mongafula. Non, ça aussi, c'est les Congolais. En Nsoudi, on a voté à Tchela là-bas. Si. Et on vote aussi, on vote les présidents. L'élection, c'est limite seulement ici. Non. Massina, Mongafula, Barumbu, Bandalungwa, Kintambo. C'est aussi le Congo. Mais c'est le petite particule du Congo. Hein? Il faut voir le territoire comme Bafouassende. Ce territoire-là a la taille de tout le Rwanda réuni, mais c'est un territoire au niveau de la Tchopo. Les gens ont voté là-bas. Et d'ailleurs, on avait un fichier électoral, nous avons un fichier électoral de 44 millions d'électeurs. Kinshasa n'a eu que 4 millions. C'est-à-dire que les 40 millions autres ne vivent pas à Kinshasa, mais ils vivent au Congo. Hein? Il faut que notre population comprenne ça. Quand tu veux nous insulter par moment facilement, oui, d'accord. Nous acceptons d'être insultés, mais nous on vous donne la vraie réalité, parce que nous on a des correspondants par-ci par-là. Et ne pense pas seulement que l'élection s'est déroulée dans ton quartier, non. Ce qui s'est passé à Massina là n'est pas tout à fait l'ensemble du Congo. Mais il faut voir ça comme ça. Tedongo il dit qu'il aurait pu gagner, je ne sais pas, il l'aurait fait comment? Ça serait oui. Par quelle magie, oui. Je ne sais vraiment pas par moment. Nous manquons même des mots, nous cherchons des mots polis aussi pour expliquer notre point de vue. Mais je crois que, tu sais qu'il dit, pour moi je crois que rarement l'Église catholique dit que non, il y a un des candidats, même sans les citer, qui a eu plus de la moitié de ceux qui ont voté. Ah mais si, c'est quand même, je sais pas, hein, on va vraiment dire quoi encore. Parce que bon, là, Martin Fayulu dit, il faut contester ces élections, on a volé le pouvoir, on a volé ceci, je sais pas, ils sont toujours comme ça, mais c'est déplorable. Mais moi je pense que dans notre classe politique, il y a aussi des gens bien qui veulent vraiment que ce pays avance. Nous devons soutenir ceux qui pensent que le pays doit avancer. Nous ne devons pas soutenir ceux qui viennent pour nous faire retarder encore inutilement, alors qu'eux-mêmes ils vivent relativement bien. Mais l'ensemble de notre population n'a toujours pas accès à l'eau, à l'électricité. Donc déjà que les intérêts personnels qui priment. Moi non plus, je ne dis pas que Tshisekedi a tout fait de bien. Non, non, loin de là. Mais je reste républicain. La CENI a proclamé provisoirement Tshisekedi. Donc s'il faut contester, il faut aller à la Cour constitutionnelle. Voilà. Dieudonné Boanali, vous pensez que c'était une décision bien réfléchie pour la CENI de reporter sine die la publication des résultats des élections législatives nationales, provinciales et des élections, ainsi que des élections municipales? Oui, c'est une décision sage, mais permettez-moi de vous dire d'abord qu'on ne peut pas avoir des démocraties sans démocrates. Sinon, on mettra la charrie avant le bœuf. Et aussi, il faut rappeler que l'éducation civique et la sensibilisation, y compris même l'encadrement des élus, font partie des missions reconnues à un parti ou regroupement politique. Un parti politique est là aussi pour apprendre à ses militants comment on prépare les élections, comment on bat campagne. Lorsque vous gagnez, comment on doit se comporter. Lorsque vous perdez aussi, quelle attitude vous devez adopter. Même apprendre aux militants les règles du jeu. Les règles du jeu. Avant aussi l'élégance politique de féliciter les vainqueurs, comme on voit ailleurs sous d'autres cieux, dans les pays de tradition démocratique. C'est beau pour la démocratie. On a vu Constant Moutamba les faire les premiers. Moi j'ai aimé. C'est ça l'élégance politique. Savoir reconnaître ta défaite, comme on les reconnaissait quand vous faites des étudiants, des élèves. La révélation. En tout cas, si j'ai échoué, en tout cas, cours après Fouana Katanaki. Vous voyez, il est même Constant Moutamba, la révélation de ces élections
Si on avait un prix Nobel national de la paix, en tout cas, on allait lui décerner ça. C'est le comportement que nous voulons voir dans les chefs des partis politiques. Mais malheureusement, ils sont prêts à appeler la population à la violence, à descendre dans la rue. L'opposition n'est jamais d'accord pour trouver un candidat commun. Mais quand il faut faire des marches, des journées villes mortes, je repose encore ma question, Dieudonné Bozani. La décision était-elle réfléchie pour la Je réponds maintenant à votre question. Vous savez que je m'excuse. Vous savez que pour la présidentielle, il y a eu moins de 30 candidats. Pour les législatives nationales et provinciales, on a eu plus de 25 000 candidatures. On est à plus de 50 000, puisque le national, déjà, c'est 23 000. Les provinciales, n'en parlons même pas. Et puis, les municipales. Le temps pour les différents centres de vote, bureaux de vote, de transmettre les résultats. Et que ceux-ci soient consolidés, traités, et puis rendus publics. Ce n'est pas un jour. Et puis, il ne faut pas pousser la CENI à faire un travail précipité à la hâte, qui sera demain contesté. Et nous allons avoir beaucoup de recours au niveau de toutes les juridictions électorales. C'est pour cela, en âme et conscience et en sagesse, le bureau de la CENI a préféré reporter la publication de ces résultats. Pourquoi? Beaucoup de gens ne le savent pas, que ces élections sont à moitié directes. Les scrutins directs, il y a aussi des scrutins indirects. Ce sont les députés provinciaux qui vont voter les gouverneurs et les sénateurs. Ce sont les conseillers communaux qui vont voter les bourgmestres. Déjà, s'ils sont mal élus, il y a beaucoup de contestations. Avec comme corollaire, on aura des gouverneurs qui seront contestés, on aura des bourgmestres qui seront contestés, un Sénat qui sera contesté, une Assemblée nationale qui sont contestés. La CENI veut respecter la vérité des urnes, c'est-à-dire proclamer les gens qui ont été réellement élus par les électeurs. Et ceci... Mais lorsqu'on voit de candidats députés traîner dans leur bureau avec de PV, tout ça, pensez qu'avec toutes ces images ici, on peut espérer vraiment à une acceptation assez facile de résultats. Il y a parmi les candidats qui circulent avec des PV, les portant sur les coups comme des foulards. Parmi eux, il y a ceux qui ont reçu, selon les tendances, qui pensent aussi qu'ils ont réussi, seront élus députés. Parmi eux, il y a aussi ceux qui ont échoué, mais qui jouent au trafic d'influence. C'est-à-dire mettre un peu la pression sur le pouvoir organisateur des élections. Ça, c'est un problème d'éducation civique. Comme un ruban de tailleur, comme l'épargne de nos mamans 12 ans, il met ici sur le coup. C'est pour mettre la pression à la CENI, c'est pour mettre la pression aux cours des tribunaux aussi, parce qu'après la CENI, il y a la justice aussi. On a vu aux États-Unis Trump être accusé d'insurrection à cause de ses comportements. Voilà. Maintenant, dans ces comportements qui est à décrier, vous allez voir que ces candidats-là, en fait, ils sont en train de préparer leurs militants, surtout leurs électeurs, ceux qui ont voté à la contestation populaire, au soulèvement, avec leurs corollaires, tout ce qui va s'en suivre. Les désordres, la casse. Alors Dieudonné, je vais vous poser à vous deux une même question, puisque déjà c'est presque la fin de cette émission. La régie va me donner quelques petites minutes pour que vous répondiez. Quelle attitude doivent avoir les candidats après que tous les résultats seront publiés? Quelle attitude? Puisque il faut savoir que la RDC a intérêt aujourd'hui de connaître la paix. C'est vrai, on dit pour vivre la paix, il faut préparer la guerre, mais la paix est très fondamentale. Vraiment, il y a un élément très essentiel pour... À moi de commencer. Bon, j'avais commencé avec M. Isabi va commencer. Que je commence. Allez-y. Alors,
Je crois que nous devons aussi organiser des émissions où on explique aux gens les contenus de la loi électorale, quelles sont les règles du jeu. Parce que c'était des élections à seuil. Pour certains scrutins, le seuil est de 1%, pour d'autres de 3%, pour d'autres de 10%. Les gens ne connaissent pas. Tu peux avoir plusieurs voix, mais ton parti ou votre liste n'a pas atteint le seuil. Surtout on apprend que on va expliquer aux gens. On doit expliquer aux gens parce que très souvent nos acteurs politiques surfent sur l'ignorance de notre population pour raconter leur vie. Mais je crois que la bonne attitude consisterait à attendre à ce que la CENI puisse nous dire ce qu'il en est et ça va se poursuivre. Mais que l'on reste dans la famille, qu'on ne casse pas, parce que par-dessus tout, nous n'avons que le Congo comme bien commun. Préservons ce bien précieux que nous avons. Nos enfants nous regardent. Ils vont nous rire au nez si on ne fait rien, si on est là que pour casser alors qu'on est incapable de pouvoir construire. Dans une émission où je suis passé, j'ai vanté un des aspects du président Mobutu. Il y a certains qui m'ont insulté. Mais oui, mais les gens... On vous a insulté, il faut les pardonner, c'est la Non, mais insulter-moi, ça me dit presque rien. Mais quand on insulte les parents, ça dérange. Mobutu était né le 14 octobre 1930. Je prends simplement un exemple. Il a construit le Palais du Peuple en 1979. 1979, comme on dit en Belgique. Alors, 30, 79, ça fait 49 ans. Un garçon de 49 ans, s'il arrive à faire construire un palais comme le Palais du Peuple là, même si c'est avec l'argent de l'État, non. Il a participé pour la cohésion nationale. Aujourd'hui, on n'arrive pas à nous balkaniser parce que on a eu des enfants, des cocos, tout ça. Il y a même quelqu'un qui parle de c'est un monsieur que je respecte. Même si on dit qu'il avait échoué dans X ou Y, mais je relève ce qui est bon. Moi, je relève ce qui est bon. Ici, je nous invite à regarder ce que la CENI va nous dire et on va poursuivre dans la paix. Et j'insiste sur la paix. Voilà. Tu donnes bon avis? Bon, moi, je vais dire aux Congolaises et aux Congolais, quel que soit l'issue des résultats, nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. C'est notre terre commune. C'est notre parcelle commune. Nous devons la protéger. Il y a des menaces de balkanisation qui pèsent sur nous. Si hier on cherchait à injecter quelques populations des pays voisins pour essayer de nous diviser, créer les désordres, aujourd'hui on commence à parler de la Palestine et des propositions d'envoyer quelques Palestiniens au Congo. De la même manière, nous nous sommes opposés pour la transplantation, le déplacement des eaux du fleuve Ubangi pour aller ressusciter, donner vie au lac Tchad. De la même manière, nous devons nous battre pour protéger ces pays et tels que nos ancêtres nous l'ont légué. De la même manière, nous devons nous battre pour sa sécurité, pour son intégrité territoriale, pour la paix que Mobutu nous avait donnée à son temps. Et puis autre chose, 5 ans ce n'est pas beaucoup. Je dirais comme avait dit Corneille Nangaa un jour, même si aujourd'hui c'est dédié, parce que nous avons reporté les élections de 2 semaines. Maintenant quand on dénonce ça, les gens vont nous inciter, vont dire non, pourquoi vous dénoncez ça? Moi je pense qu'il ne faut pas tout Tumbamboka pendant 5 ans. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Moi, je donne toujours l'expérience de l'IDPS, l'actuel parti présidentiel. En 2011, ils ont participé au 2e cycle électoral après celui de 2006. L'IDPS avait perdu. Auquel ils n'avaient pas participé. Voilà. L'IDPS avait perdu. Et puis, nous savons ce qui est arrivé. Il y a eu double prestation de serment. Un candidat qui s'est reconnu élu à Gombe, l'autre à Limité. Ce qui est aussi une faute que nous décourageons. Nous ne voudrons pas voir le 24 janvier un président prêter serment à Gombe. Je ne sais pas si ça sera Gombe, Ngalema, Ngalema. Et un autre prêter serment, par exemple, à Lubumbashi ou à Kashobu. Des choses que nous décourageons. Si vous reconnaissez que vous avez échoué, 5 ans ce n'est pas beaucoup, félicitez les gagnants. Nous allons nous retrouver dans 5 ans. Peut-être vous allez remporter. Regardez aujourd'hui l'IDPS. 2011, tu sais que père, il pleurait, il réclamait sa victoire. Il disait que non, moi j'avais gagné. Et Dieu a voulu qu'il quitte la terre de nos ancêtres. Il nous a précédés dans l'au-delà. Mais aujourd'hui, son fils, avec le même parti politique IDPS, est au pouvoir. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas décider après 2028? Pourquoi pas aussi les partis
Katumbi ensemble. Ou nouvel élan. Pourquoi te brûler le pays? On pille, on fait les désordres, on s'entretue. Ce ne sont pas des choses à encourager. Dans notre culture bantou, ils ont un comportement à bisoter. Ça ne nous ressemble pas. Ce sont des choses à décrier. Parlez aux voisins, parlez à votre ami. Il faut prêcher la paix. Soyez les hommes épris de paix. Et surtout que nous allons chaque dimanche remplir les églises. Ne soyons pas des chrétiens qui remplissent les églises, mais les chrétiens qui remplissent leur cœur de l'amour et qui partagent l'amour. Voilà, l'acceptation de l'autre. Voilà. D'accord, merci. Voilà que c'est par ces réponses que nous mettons un terme à Géopresse qui a eu pour thème élection 2023 entre acceptation et contestation de résultats. La CENI, comme vous le savez, a reporté la publication de résultats des élections législatives nationales, provinciales et des élections municipales pour une date ultérieure, mais pour l'élection présidentielle, nous connaissons déjà le gagnant, c'est le président Félix Tshisekedi, c'est le candidat Félix Tshisekedi, mais c'est à titre provisoire. La Cour constitutionnelle doit confirmer ou pas cette décision de la CENI, mais comme le co-débatteur ou les invités de Géopresse d'aujourd'hui viennent de les dire, donc il faut préserver la paix, car elle est essentielle pour le développement de notre pays, la prospérité de la République démocratique du Congo. On ne peut pas faire développer notre pays tant qu'il y a casse, tant qu'il y a désordre, tant qu'il y a la guerre. Seulement, ce que nous devons retenir, c'est l'unité, la paix et ce qui va sauver notre pays. Voilà, c'est fini pour Géopresse. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. On se retrouve avec le même plaisir. À la prochaine.